L'histoire du jour commence dans le nord de la France, près de Valenciennes. Nous sommes le 7 décembre 2016. Un peu avant l'aube, un incendie éclate au milieu d'une route dans la petite commune de Carouble. Une voiture en flammes, abandonnée en pleine nature, illumine l'obscurité de la nuit. Les pompiers, alertés par un automobiliste, arrivent en urgence pour maîtriser le feu. Et là, ils découvrent l'horreur. Dans le coffre, ils font la découverte macabre d'un corps complètement carbonisé, presque méconnaissable. Un véritable macabée. Qui était cette personne ? Que faisait-elle dans cette voiture et pourquoi une telle fin ? Très vite, les enquêteurs se plongent dans la vie des habitants de la région, fouillant dans leurs histoires, leurs relations, leurs secrets les plus enfouis. Ils n'imaginent pas encore jusqu'où cette affaire les mènera, ni les drames familiaux qu'ils découvriront en suivant les traces de cette silhouette mystérieuse, retrouvée dans un amas de cendres. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire glaçante d'Alexandre Dubrinfo. Attention, certains passages risquent de heurter la sensibilité de certains auditeurs. Il n'est donc pas recommandé à un jeune public. Plus tôt dans la journée, lors d'un déjeuner ordinaire dans une maison modeste de Valenciennes. Une table dressée simplement, avec une nappe qui a été le témoin de jours heureux. Alexandre, 29 ans, est attablé, un sourire en coin, son téléphone posé à côté de son assiette. Il relève à peine les yeux vers sa femme, Ophélie, qui s'affaire en cuisine. « Encore ton téléphone, Alex ? Tu ne peux pas le lâcher une seconde ?» Il relève les yeux, un peu pris au dépourvu. « Désolé chérie, c'est pour le boulot. Tu sais bien que j'ai des rendez-vous à caler. » Elle s'installe en face de lui, les bras croisés. « Boulot, ça ne finit jamais !»« Eh ben, qu'est-ce que tu veux ? Si tu veux te remplir la panse ?» dit-il d'un air amusé. Un silence s'installe. Ophélie l'observe avec, dans son regard, un mélange d'inquiétude et de fatigue. « Tu rentres tard ce soir ? » Peut-être, oui, j'ai un truc à régler après. Une voiture à livrer demain très tôt. Mais t'en fais pas, je serai là pour coucher les petits. D'ailleurs, je peux prendre la voiture, ça te dérange pas ? Oui, bien sûr. Il est 15h lorsqu'Alexandre quitte la maison. Sa femme le regarde partir. Alexandre et Ophélie, c'est une grande histoire d'amour qui a commencé très tôt. Ils se rencontrent sur les bancs du collège. Ils ont environ 13 ans lorsqu'ils sortent ensemble. Et à peine un an plus tard, un test de grossesse change le cours de leur vie. Ophélie, paniquée, envisage l'avortement. Après tout, ils sont si jeunes, encore à construire leur avenir. Mais Alexandre, malgré sa propre peur, la convainc de le garder. Et ils ont bien raison. C'est ainsi qu'ils accueillent leur première fille, Inès, et puis 3 autres enfants après. Les années passent, et leur amour reste intact. 4 beaux enfants, une belle maison, des affaires qui vont bon train. Ils ont tout pour être heureux. Ensemble, Alexandre et Ophélie forment un couple que tout le monde admire. Toujours complices, ils se chamaillent parfois pour des broutilles, des chaussettes oubliées dans le salon, un tube de dentifrice mal fermé, des oublis dans les courses, mais rien qui ne brise ce lien solide qui les unit. Enfin, presque. Cet après-midi-là, Alexandre a rendez-vous au garage de réparation mécanique qu'il partage avec son frère David. Il monte dans la Peugeot 307 d'Ophélie et disparaît. Mais vient le soir. Alexandre ne pointe pas le bout de son nez, comme il l'avait promis. Elle appelle son mari, mais tombe sur sa messagerie. Elle appelle ensuite David, son beau-frère. « Oui, il est bien venu bosser, mais il a reçu un coup de fil à 16h30. Il est monté dans sa voiture et il est parti. Je ne sais pas où. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours pas rentré. » Non, on n'avait rien de prévu aujourd'hui. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il a eu un contretemps ou qu'il est passé voir quelqu'un d'autre. Écoute, je vais essayer de l'appeler de mon côté. Peut-être qu'il a un problème avec sa voiture ou son téléphone. Je te tiens au courant si je le trouve. Elle regarde l'horloge. Une nouvelle fois, 17h45. Ophélie se rassure en se disant qu'il a dû se mettre dans un plan de dernière minute, un apéro avec les copains, un apéro qui durera sûrement longtemps, comme cela lui arrive parfois. Elle ne s'inquiète pas plus que ça, et finit par dormir. Mais le lendemain matin, toujours pas d'Alexandre. Ophélie, assise dans la cuisine, le téléphone serré dans sa main, fixe l'horloge murale et commence sérieusement à s'inquiéter. À 10h, son téléphone sonne enfin. Elle décroche. « Allô, Alexandre ? » ? « Non, c'est Julie. » Ophélie se redresse. Au bout du fil, la femme de David. « Je voulais savoir si Alexandre était rentré. » Ophélie sent alors un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Non, il n'est pas rentré. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais j'arrive toujours sur sa messagerie. » Un silence pesant s'installe avant que Julie ne propose. « Écoute, je passe te chercher, on va aller voir ensemble. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. »
Moins d'une heure plus tard, Julie et Ophélie entreprennent une recherche désespérée d'Alex, arpentant les routes, scrutant chaque coin, chaque recoin de la ville. Elles passent devant le garage où Alexandre travaille, font le tour des bars qu'il fréquente habituellement, interpellent des connaissances. Mais rien. Pas une trace, pas un mot. Il est 4 heures du matin lorsqu'Ophélie, terrassée et désespérée, finit par prendre une décision radicale. Elle prend la route qui mène au commissariat. Assise face à un agent de police, les mains tremblantes, elle s'écroule alors en pleurant. Vous savez, c'est pas son genre. Alexandre, il rentre toujours, même quand il passe des soirées arrosées avec sa bande de copains. Même en retard, il l'appelle. Là, il n'a rien dit, rien fait. Il a pris ma voiture hier, une Peugeot, et maintenant c'est comme s'il avait été englouti par le sol. Ophélie ne croit pas si bien dire. Vous dites qu'il est parti vers 15 heures, et il conduisait une Peugeot. Quel modèle? Une 307, grise, avec des plaques françaises. Vous devez le retrouver, je sais qu'il lui est arrivé quelque chose, je le sens. Le policier échange un regard sérieux avec son collègue. Un regard lourd et inquiet, car quelques minutes avant qu'Ophélie n'entre dans le commissariat, quelqu'un a signalé une voiture carbonisée à 20 km, près de la frontière belge. Le plus inquiétant, c'est qu'il s'agirait d'une Peugeot 307, grise. Lorsqu'on lui apprend la nouvelle, Ophélie s'effondre. Une voiture? Mais et Alexandre? L'agent évite son regard, choisissant ses mots avec précaution. Mais, obligé de poursuivre, il lui confirme qu'un corps a été retrouvé à l'intérieur du véhicule. Le policier continue en disant qu'il est difficilement identifiable, mais qu'Ophélie pourrait les aider à l'identifier. Sur la route isolée bordée de champs, la Peugeot 307 est méconnaissable. Les flammes ont dévoré la carrosserie, ne laissant qu'un châssis noirci et tordu. Les plaques d'immatriculation ont été retirées, comme pour effacer toute trace de l'identité du véhicule. À l'arrière, dans le coffre, les enquêteurs observent le corps, ou plutôt ce qu'il en reste. Carbonisé, réduit à une silhouette indistincte, il est allongé dans une position qui évoque une tentative désespérée de se protéger. La chaleur a consumé les vêtements, mais un détail attire immédiatement l'attention des policiers. Un tatouage, à peine visible, sur ce qui semble être la nuque. Les lettres N, E, S sont encore discernables, gravées dans la peau de la victime. Ophélie est appelée pour identifier le tatouage. Ses jambes vacillent en s'approchant des photos. Les policiers lui montrent une image du tatouage, soigneusement nettoyée pour être examinée. « Est-ce que cela vous dit quelque chose, madame ?» Elle fixe l'image, le souffle coupé. « Oui, c'est Alexandre. » Les policiers échangent un regard grave. « Vous êtes sûre, madame ?» Ophélie hoche la tête, meurtrie, les larmes roulant sur ses joues. « C'est le prénom de notre fille aînée, Inès. Il l'a fait tatouer sur le cou quand elle est née. Il n'y a pas de doute, c'est bien Alex. » Et en un instant, le monde d'Ophélie s'effondre. La réalité qu'elle redoutait depuis la veille s'impose à elle avec une brutalité insoutenable. Alexandre est mort, et son corps, abandonné et brûlé, porte encore les traces d'une violence inhumaine. Alors, les enquêteurs envoient le corps à l'Institut médico-légal. Quelques jours plus tard, les résultats sont sans équivoque. Plus de doute. Tout porte à croire qu'Alexandre Dubrinfo a été assassiné. Mais une question se pose. Pourquoi un tel acharnement? Qu'a-t-il fait pour mériter tout cela? C'est la question à laquelle vont devoir répondre les enquêteurs. Pour cela, ils se penchent sur les résultats tant attendus de l'autopsie du corps retrouvé dans la Peugeot 307 carbonisée. Et celle-ci va révéler de bien sombres détails. Tout d'abord, il y a l'absence de suie dans les poumons, qui indique clairement qu'Alexandre était déjà décédé au moment de l'incendie. De plus, 3 coups de couteau ont été portés à sa gorge, l'un d'eux sectionnant la carotide, causant une hémorragie fatale. L'incendie semble donc destiné à dissimuler les traces du crime. Maintenant qu'ils ont la certitude qu'il a été tué, les enquêteurs vont s'intéresser à la vie privée de la victime. Ils découvrent qu'Alex fait partie d'une famille nombreuse, comptant 20 frères et sœurs issus de différentes unions parentales. Il partage une relation particulièrement étroite avec son frère David Lautour, tous deux travaillent dans le même garage. Oui, son frère s'appelle Lautour. Bien qu'ils aient les mêmes parents, David a emprunté un autre nom. David a 32 ans, il est marié et père de famille. Il travaille en étroite collaboration avec Alexandre, partageant des activités professionnelles communes. Ils se voient donc quotidiennement dans leur garage. Leur relation fraternelle paraît solide, mais des tensions sous-jacentes, notamment liées à des affaires familiales complexes, vont être mises en lumière lors de l'enquête. Et préparez-vous à tomber des nues. Les enquêteurs commencent par interroger David en premier. « Alors David,
Parlez-nous de votre relation avec Alexandre. David hausse légèrement les épaules, le visage impassible. C'était mon frère. On bossait ensemble, on réparait les bagnoles, mais on n'était pas collés l'un à l'autre. L'enquêteur penche légèrement la tête, scrutant son attitude. Vous semblez détaché. Il vient de mourir dans des circonstances atroces. Ça ne vous bouleverse pas plus que ça? David croise les bras, un rictus au coin de lèvres. Écoutez, on n'était pas aussi proches que vous pourriez le croire. Alexandre avait ses secrets, disons, une double vie. Une double vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Demande le deuxième policier, intrigué. David hoche lentement la tête, comme s'il hésitait avant de révéler quelque chose d'important. Il voyait d'autres femmes en dehors d'Ophélie. Il jouait les bons pères de famille, mais c'était qu'une façade. Il se baladait de gauche à droite sans se soucier des conséquences. Les enquêteurs échangent un regard, et l'un d'eux demande « Et vous, où étiez-vous le jour de sa disparition ?»« Au boulot, comme d'habitude. Je me suis même blessé ce jour-là avec une clé à molette, » répond David sans se démonter, en désignant sa main gauche bandée. « Une sacrée coupure. Vous pourrez vérifier, hein. Je suis même allé aux urgences. » L'enquêteur note ce détail, et ajoute « Curieux ça, cette blessure. Justement le jour où Alexandre disparaît. Vous savez, dans notre boulot, ça arrive tout le temps. Les outils glissent et voilà, rien d'extraordinaire. » Malgré son calme apparent, les enquêteurs ressentent une tension presque palpable. L'absence d'émotion de David face à la mort de son frère, ses révélations sur la vie privée d'Alexandre et cette blessure troublante font immédiatement naître des soupçons. David Lautour semble avoir plus à dire, mais chaque mot qu'il prononce ne fait qu'épaissir le mystère autour de ce drame familial. Les enquêteurs poursuivent leur travail méthodique, interrogeant chaque membre de cette immense fratrie, un par un. Et c'est là qu'un détail troublant va émerger de nulle part. L'un des frères, visiblement mal à l'aise, finit par lâcher une information qui va orienter l'enquête dans une nouvelle direction. Vous savez, Julie, la femme de David, elle était proche d'Alex, très proche même. Moi, je peux vous le dire. Que voulez-vous dire par proche? Je pense qu'ils étaient amants. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans la famille. Le poids de ces mots fait monter la tension dans la pièce. Voilà ce qui va scotcher les policiers. Alors, peu avare en parole, le demi-frère va tout déballer. Il ne va oublier aucun détail. Et le plus étrange est que tout ce qu'il dit est confirmé par d'autres membres de la famille. Il les renvoie à cette fameuse soirée, lors d'une réunion familiale en novembre, quelques semaines avant la mort d'Alexandre. Toute la fratrie s'était rassemblée dans une grande salle louée pour l'occasion. Une fête animée, pleine de rires, de musique et d'observations discrètes. Plusieurs témoins rapportent la même scène. Alexandre et Julie, la femme de David, avaient dansé ensemble ce soir-là, collés serrés, sans s'en cacher. C'est à peine s'ils ne s'étaient pas roulé une galoche devant tout le monde, pour reprendre les mots des témoins. Ils ne sont pas passés inaperçus ce soir-là. Alors, David a sauté de sa chaise et s'est dirigé vers Alexandre. « Est-ce que tu couches avec Julie ?» Alexandre avait tout nié, mais David les regardait. On voyait bien que ça le rendait fou. Il n'a rien dit sur le moment, mais ça l'a travaillé. Il en a même pleuré dans son coin, devant tout le monde. Et puis, un autre témoignage, celui d'un autre frère d'Alexandre, va aggraver la situation. Il raconte aux policiers un échange qu'il a eu avec Alexandre, quelque temps après cette fameuse soirée. Ils étaient seuls, dans un coin tranquille du garage où Alexandre travaillait. Alex m'a dit qu'il avait une liaison avec Julie. Je lui ai demandé s'il était fou. Il m'a répondu qu'il fallait qu'il arrête, sinon ça allait mal finir. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire s'alourdit. Les enquêteurs s'approchent un peu plus de la clé du mystère. Et comme les frères, ce n'est pas ce qui manque dans la famille Dubrinfo, un autre membre va apporter une pièce supplémentaire au puzzle. Il raconte que quelques jours seulement avant sa disparition, Alexandre lui aurait confié une phrase glaçante. « David ne me laissera tranquille que quand je serai mort. » Avec ces témoignages, l'étau se resserre contre David Lautour. Les soupçons qui pesaient sur lui prennent une consistance inquiétante. Pour s'assurer de la véracité de ces témoignages, les enquêteurs interpellent Julie, la principale intéressée, celle qui semble être au cœur d'une liaison interdite avec Alexandre. Et son comportement lors de l'interrogatoire ne va laisser aucune place au doute. Elle va avouer, clairement, sa relation extra-conjugale. À ce stade, les enquêteurs n'ont pas encore toutes les réponses, mais une chose est sûre, David n'est plus seulement un témoin, il devient le suspect numéro 1. Derrière son calme apparent se cache peut-être la clé de ce crime odieux. Mais voilà qu'un événement terrible va venir foudroyer le cours de l'enquête.
Quelques jours seulement après que David Lautour soit devenu le suspect principal dans l'enquête sur le meurtre d'Alexandre, une nuit, la maison de David, située dans une rue calme à la périphérie du village, est ravagée par un incendie dévastateur. Les flammes dévorent la structure en bois et en briques, ne laissant derrière elle qu'une carcasse fumante, noire de cendres. Au petit matin, après que l'incendie s'est éteint, les enquêteurs chargés de l'affaire viennent inspecter les lieux, et ce qu'ils vont découvrir va les glacer. Sur l'un des murs de la façade, encore debout malgré les flammes, un tag a été tracé à la peinture rouge. « T'es mort, t'es mort ». Alors, vengeance ou stratagème ? Les policiers ne tardent pas à envisager deux scénarios. Le premier, une vengeance. La famille du Brinfo, connue pour ses tensions internes, n'a jamais été un modèle de paix. Avec la révélation de la liaison entre Alexandre et Julie, les rancunes et les frustrations accumulées auraient pu exploser. L'une des personnes de la fratrie aurait-elle décidé de se faire justice elle-même, voyant David comme le coupable idéal du meurtre d'Alexandre ? Le second scénario est plus trouble. Et si David avait provoqué cet incendie lui-même ? Un acte désespéré pour brouiller les pistes, détourner les soupçons et s'ériger en victime. Le tag, alors, pourrait être un leurre, destiné à orienter l'enquête vers une piste familiale et ainsi détourner l'attention des policiers. Voilà qui n'arrange pas les choses. David est retrouvé sain et sauf dans un hôtel voisin où il s'est installé pour prendre du recul, selon ses propres mots. Il est immédiatement interrogé. « Qui pourrait vous en vouloir au point d'incendier votre maison ?» David hausse les épaules, les traits tendus. « Je ne sais pas. Cette histoire a mis tout le monde à cran. Peut-être que quelqu'un de la famille pense que j'ai tué Alex. Mais vous vous trompez si vous pensez que je me suis fait ça tout seul. Je ne suis pas fou. Et ce tag, t'es mort, une idée de qui pourrait l'avoir écrit ?» David baisse les yeux, un rictus amer sur le visage. Ça peut être n'importe qui. Vous savez comment c'est, les grandes familles. Quand les langues se délient, tout le monde devient votre ennemi. Entre-temps, les experts en incendie entrent rapidement en scène, cherchant des indices dans les décombres. Traces d'accélérants, point de départ des flammes, résidus de peinture sur le mur, chaque détail est scruté pour déterminer si l'incendie est criminel, et si oui, qui pourrait en être l'auteur. Mais pour les enquêteurs, une chose est claire. Cet incendie, qu'il soit l'œuvre de David ou d'un autre, vient ajouter une couche supplémentaire à cette affaire déjà complexe. Décidément, les secrets enfouis dans la famille du Brinfo n'ont pas fini de faire surface. Le mystère s'épaissit, et désormais, ce n'est plus seulement un meurtre qui hante les enquêteurs, mais une spirale de mensonges, de rancune et de vengeance qui pourrait emporter bien plus qu'Alexandre dans ses flammes. Nous sommes 15 jours après la mort d'Alexandre, et dites-vous qu'à ce stade, Ophélie n'est encore au courant de rien de tout cela. Mais un matin, cette dernière, submergée par l'attente insupportable, décide de fouiller dans les affaires d'Alexandre, plus précisément dans son historique d'appel, qu'elle a obtenu par le biais de leur opérateur. Elle n'a jamais été du genre à espionner, mais l'absence prolongée et l'absence de réponse concrète a fissuré ses certitudes. En épluchant l'historique, Ophélie remarque que le numéro de Julie revient très fréquemment. Un peu trop à son goût. C'est simple, Alexandre l'appelait tous les 4 matins. Alexandre passait ou recevait un appel de Julie tous les jours. Pas de Daniel. Pas d'autres membres de la famille, toujours Julie. Sans trop réfléchir, elle décide de confronter sa belle-sœur. Elle l'appelle. « Allô Julie ? Oui Ophélie, qu'est-ce qui se passe ? Tu as des nouvelles ? Pas de nouvelles. Par contre, j'ai trouvé des choses dans le téléphone d'Alex. Pourquoi est-ce que vous vous appeliez si souvent, toi et lui ? Un silence. Long, pesant, presque assourdissant. Puis, Julie soupire profondément, son ton devenant à la fois résigné et nerveux. Ophélie, écoute, je crois que tu mérites de savoir. Alexandre et moi, on avait une relation, une liaison. Ça a commencé il y a plusieurs mois et il allait te quitter pour moi. Une relation ? Mais pourquoi lui ? Pourquoi toi ? C'est arrivé, je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais voilà, Ophélie, maintenant, tu sais tout. Ophélie tombe de haut. Et ce n'est encore que le début. Juste après avoir appris son décès, voilà que c'est le début d'un nouvel enfer. Alexandre, son mari, l'homme en qui elle a toujours eu confiance. Leur complicité qu'elle avait toujours perçue comme fraternelle, cachait une trahison. Du côté des policiers, l'enquête est au point mort. Car c'est beau de parler, tout le monde est convaincu que David est le coupable, mais il faut des preuves pour envoyer quelqu'un en cour d'assises. On n'alimente pas un dossier juridique uniquement avec des convictions. Alors, ils ordonnent une expertise de la voiture carbonisée. Pendant qu'Ophélie digère l'onde de choc de la liaison extra-conjugale de feu son mari bien-aimé, une autre pièce du puzzle tombe entre les mains des enquêteurs.
Les analyses approfondies du laboratoire sur les restes de la Peugeot 307 carbonisée révèlent de leur côté des éléments clés. Dans les débris du coffre, les techniciens récupèrent un téléphone gravement endommagé par les flammes. Après des heures de manipulation minutieuse, ils confirment qu'il appartient bien à Alexandre Dubrinfo. Mais ce n'est pas tout. Des traces de sang, identifiées dans l'habitacle et particulièrement sur le sol du coffre, correspondent à Alexandre. Cela confirme que l'homme a été tué avant que la voiture soit incendiée. Cependant, la découverte la plus troublante est celle d'un ADN de contact sur plusieurs zones de la voiture, notamment sur les poignées des portes et le coffre. Après comparaison avec les bases de données, le verdict tombe. Cet ADN correspond à celui de David Lautour. Donc, on a Alexandre mort, du sang partout, et maintenant, David qui laisse son empreinte génétique sur la scène. Cela commence à se préciser, non ? Peut-être trop précis pour que ce soit un hasard. David a menti sur son emploi du temps et semble impliqué jusqu'au cou. Les policiers savent qu'ils ont désormais des preuves tangibles. L'ADN de David sur la voiture lie directement le frère à la scène du crime. L'incendie volontaire semble de plus en plus destiné à masquer l'identité du corps et la culpabilité des auteurs. Mais une question subsiste. A-t-il agi par pure vengeance, en découvrant la liaison entre Alexandre et Julie, ou a-t-il reçu de l'aide ? L'implication de Julie elle-même, à présent avérée amante d'Alexandre, devient un nouvel angle d'enquête. David, qui se présente toujours comme innocent, va devoir répondre à de nouvelles questions. Et cette fois, les enquêteurs comptent bien obtenir la vérité. L'enquête s'accélère lorsque les policiers décident d'interroger David, sa mère et son épouse, séparément, pour mettre à l'épreuve leur version. L'objectif, briser les silences et les incohérences. Dans une salle d'interrogatoire, nous avons un David Lautour, visiblement tendu mais tentant de garder son calme, faisant face aux enquêteurs. Une simple question, David. Pensez-vous que Julie, votre femme, couchait avec Alexandre ? David évite d'abord leur regard, les doigts tapotant nerveusement sur la table. J'en sais rien. Mais disons que j'ai eu des doutes. Après tout, ils se voyaient souvent et... Arrêtez de tourner autour du pot, dites la vérité. Écoutez, il y a une autre explication. Vous êtes à côté de la plaque, dit-il en soupirant. Et voilà que David se lance dans une histoire complètement abracadabrante. Écoutez sa version. On avait restauré une Peugeot 206 ensemble, Alex et moi. On devait la vendre à des gitans, mais ça a mal tourné. Une embrouille sur le prix ou je sais pas quoi. Ils se sont énervés et s'en sont pris à Alex. Moi j'étais terrorisé. Ils l'ont tué sous mes yeux. Alors ouais, j'ai fait disparaître le corps. J'ai eu peur qu'on m'accuse. Mais je l'ai pas tué. À ça vous pouvez me croire. Les policiers échangent un regard sceptique. L'histoire tient à peine debout. Mais ils savent qu'une autre vérité, bien plus sombre, ne tardera pas à éclater. Passons maintenant à Julie. Dans une autre pièce, la jeune femme est confrontée aux mêmes questions. Moins nerveuse que David, elle semble hésiter un instant avant de lâcher ce qu'elle cachait depuis le début. Oui, Alexandre et moi, on avait une relation, une vraie. Pas juste une histoire comme ça. Je l'aimais. J'avais prévu de quitter David pour lui. Julie, nous avons besoin de votre aide pour confronter David et le pousser dans ses retranchements. Nous croyons vraiment que c'est lui qui a tué Alexandre. Et s'il a réellement fait quelque chose à Alexandre, vous êtes la seule à pouvoir le faire craquer. Coopérez, et on pourra peut-être vous protéger. Julie hoche la tête, visiblement déchirée. Elle accepte de confronter David. Quelques minutes plus tard, David et Julie se retrouvent assis l'un en face de l'autre. Les policiers observent derrière une vitre sans teint, prêts à intervenir. David, ils savent tout. Ils savent pour Alex et moi. Pourquoi tu fais ça, Julie? Pourquoi? Parce que tu dois dire la vérité, c'est fini. Arrête de mentir, arrête de te cacher. Tu l'as tué, pas vrai? David explose, frappant la table du poing. Oui, je l'ai tué. Mais tu sais pourquoi? Parce que toi et lui, vous m'avez tout pris, tout. Julie recule, choquée par la brutalité de ses mots, tandis que les policiers entrent immédiatement dans la pièce. Expliquez-nous tout, David. Dites-nous ce qui s'est passé. David se laisse retomber sur sa chaise, abattu. Ce jour-là, Alex est venu chez moi. On a bossé ensemble sur une bagnole, comme d'habitude. À 16h30, je suis parti chercher mon fils à l'école. Je l'ai ramené, lui ai donné son goûter. Après ça, je suis retourné au garage. Alex était encore là au téléphone. Il parlait doucement, comme il le faisait toujours avec toi, Julie. Quand il a raccroché, j'ai su. Je lui ai demandé directement. C'était ma femme, hein? Il m'a répondu... Il m'a répondu oui. Il m'a avoué qu'il couchait avec toi, alors je vous cache pas, j'ai vu rouge. On s'est mis à crier, puis à se battre. J'ai pris un couteau, lui aussi, mais je l'ai frappé encore et encore jusqu'à ce qu'il tombe, jusqu'à ce qu'il arrête de respirer.
Julie éclate en sanglots tandis que les policiers restent silencieux, laissant David continuer. J'ai paniqué, j'ai crié à l'accident, mais c'était trop tard, il était mort alors. J'ai mis son corps dans la voiture et j'ai roulé jusqu'à cette route près de la frontière. J'ai mis le feu, j'ai pensé que tout brûlerait, que personne ne saurait jamais, mais voilà. Maintenant vous savez, c'est fini. Alors que celui-ci poursuit sa confession, un détail surprenant refait surface, laissant les enquêteurs médusés. Après avoir frappé Alexandre à mort et réalisé l'ampleur de ce qu'il venait de faire, David a paniqué. C'est à ce moment-là qu'il a fait quelque chose d'inattendu. Il a appelé sa mère. J'ai appelé maman. Je savais qu'elle serait à la maison. Je lui ai dit que je m'étais blessé en travaillant et que j'avais besoin d'aide pour nettoyer. Elle est arrivée rapidement. Elle n'a rien demandé. Elle a juste vu le sang et m'a cru. Les enquêteurs restent silencieux un instant, digérant cette nouvelle révélation. Vous voulez dire que votre mère vous a aidé à nettoyer la scène du crime sans savoir ce qu'il s'était réellement passé? David hoche la tête, l'air accablé. Oui. Elle pensait que je m'étais coupé. Elle a épongé le sang pendant que je mettais Alex dans le coffre de la voiture. Elle ne savait pas, elle ne savait rien. Oui, vous l'avez bien entendu. La mère de David l'a aidé à éponger le sang de son propre fils, croyant naïvement à la version de la main tailladée. Voilà que les policiers font entrer une aide inattendue. La mère de David. Entre deux sanglots, elle va confirmer cette version. Il m'a dit qu'il s'était blessé. Je ne savais pas si j'avais su. Voilà, les aveux sont complets, la boucle est bouclée. Avec la confession de David et les preuves tangibles recueillies tout au long de l'enquête, les charges sont rapidement retenues. David Lautour est mis en examen pour meurtre, incendie volontaire et destruction de preuves. Quelques jours plus tard, il est présenté à un juge et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Le procès de David Lautour s'ouvre le 2 février 2021 au tribunal de Douai. Après 4 jours d'audience et des heures de délibération, la cour rend son verdict. David Lautour est reconnu coupable de meurtre et de destruction de preuves. David Lautour, pour ces faits d'une extrême gravité, vous êtes condamné à 16 ans de réclusion criminelle. Il est menotté, puis est ensuite conduit hors de la salle. Une fois de plus, il ne regarde personne, le visage fermé. Pour la famille du Brinfo, l'affaire est désormais terminée sur le plan judiciaire. Mais les cicatrices laissées par ce drame ne se refermeront peut-être jamais.